Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. Et ce soir, chers téléspectateurs, vous avez le bonheur de passer votre début de soirée avec Jacques Weber. Et je suis ravi de vous accueillir moi aussi. Bonsoir Jacques Weber. Ensemble, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine en France et à l'étranger. Nous allons aussi évidemment aborder votre actualité. Et je vous propose tout de suite de regarder le sommaire. Jacques Weber, vous vivez sur les planches où vous jouez Orgon dans le Tartuffe de Molière. Bref, vous respirez le théâtre sans faux semblant, ni tartufferie bien sûr. Mais vous êtes aussi engagé et avec vous, nous parlerons de l'actualité et d'abord du prix des carburants qui s'envole en France. Les automobilistes protestent, mais l'État justifie la hausse des taxes par l'impératif écologique. Alors, doit-on en passer par là pour sauver nos poumons et la planète ? Puis notre débat international portera sur ce coup de tonnerre dans le ciel européen. Après un nouveau revers électoral, Angela Merkel a décidé de quitter la vie politique à la fin de son mandat en 2021. Et si cette retraite annoncée était une chance pour l'Europe, l'Allemagne affaiblie, est-ce une opportunité de relancer l'Union ? On en débattra. Et dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons les petits plaisirs de l'inimitable François Simon et les chroniques de Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin, toujours en quête de coutumes pittoresques. 28 minutes samedi, c'est parti, bienvenue à tous. Comme chaque semaine, nous analyserons ensemble l'actualité française et internationale avec à mes côtés pendant toute l'émission, ma complice du samedi soir, Caroline Brouet. Bonsoir Caroline. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Et comme chaque samedi, nous avons le plaisir d'être accompagnés par un invité présent lui aussi pendant toute l'émission qui nous donnera son point de vue sur les sujets d'actualité qui ont retenu notre attention cette semaine et ce soir. Nous avons donc le plaisir de recevoir Jacques Weber. Bienvenue sur ce plateau, Jacques Weber. Alors Jacques Weber, vous avez la carrure évidemment, la carrière qu'on connaît, vous êtes ce qu'on appelle un comédien authentique, puissant, envoûtant aussi, mais envoûté, et d'ailleurs vous jouez un personnage envoûté, Orgon, le fameux bourgeois de Molière envoûté par le Tartuffe, vous le jouez en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, avec votre complice Pierre Arditi qui interprète Tartuffe. Qu'est-ce qui fait, Jacques Weber, que vous continuez comme ça à remonter sur les planches sans cesse ? Est-ce que c'est l'endroit où vous êtes le plus heureux ? Pour paraphraser plus ou moins bien une phrase de Coltès, c'est l'endroit où tout est faux pour être vrai. Et cette phrase me touche énormément au moment même où la vérité elle-même est attaquée à 95% par du faux en permanence dans notre monde réel. Donc c'est vrai que je préfère l'irréalité transcendée du théâtre. C'est là où en effet je me sens bien. C'est l'endroit où on voit le vrai Jacques Weber. Je ne sais pas si on voit le vrai. En tout cas, on me voit artisan par rapport à une langue, par rapport à un rôle, et il y a un autre qui se dégage de cette rencontre qui, j'espère, vous touche. En tout cas, moi, je suis heureux de le faire, de construire. C'est le cas, je vous le confirme. On vous retrouve dans un instant, bien sûr, vous restez avec nous, Jacques Weber. On va regarder votre portrait. C'est notre journaliste Philippe Ridet qui s'y colle. Il vous a croqué et vous allez voir, ça vaut le détour. Ah bon ? Mon cher Jacques Weber, ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre, mais on peut faire une belle carrière avec le Tartuffe. Vous avez commencé la vôtre dans le rôle de Damis en 1971 à la télévision. La feinte douceur de cet ami hypocrite vous fera démentir. Vous revoilà 47 ans plus tard dans celui d'Orgon, le bigot red dingue du catholique radical interprété par Pierre Arditi. Je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On a un peu vieilli avec vous. On se souvient de vos débuts au cinéma, en 72, dans Faustine et Le Bel Été avec Francis Huster et Jacques Spicer, vos potes du lycée Carnot à Paris, et les deux Isabelle, Adjani et Huppert, rien que ça. Mais malgré votre belle gueule de Jean-Pierre des 70s, vous reconnaissez, au cinéma, je n'ai pas suscité de désir. Heureusement, il y a le théâtre. Cours Florent, rue Blanche, conservatoire, vous passez tous les échelons de l'apprenti comédien, mais vous refusez d'intégrer la comédie française, la discipline vous indispose. Nomade, vous préférez jouer à Reims, à Lyon, à Nice. Fils d'un chimiste suisse et d'une mère aimante et belge, vous êtes très vite rejeté par le système scolaire. Passant d'une classe aménagée à une classe d'adaptation, l'école m'a saccagé, dites-vous. Comme tous les rejetés de l'éducation nationale, vous vivez avec le sentiment d'être un usurpateur, même quand vous triomphez avec Cyrano de Bergerac. On connaît ça. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe ? Je n'ai pas. Ou crochu comme un bec de hibou. Est-ce là d'où vient votre colère ? Vous avez voté Mélenchon en 2017, signé le manifeste pour l'accueil des migrants, et vous n'aimez pas Macron, que vous qualifiez d'ultralibéral au service de la finance. Très bien. On voudrait vous apaiser. Chaque instant de notre vie où on peut ressentir un peu de bienveillance fait du bien, dites-vous. Rassurez-vous, cher Jacques, ici, on ne vous veut aucun mal.
C'est très bien, ça. Vous êtes rassuré? Oui. C'est bien vu. Oui, tout à fait. Mais ma colère, oui, elle est d'ailleurs très, très apaisée avec l'âge. Mais oui, j'ai quand même de la colère face à tout ce qui se passe, oui, c'est sûr. Orgon est un personnage Caroline. âgé. Orgon est quand même en colère. Il est habité par... Oui, ce qui est très très bizarre, c'est qu'on assiste à une sorte de grand patriarche. Enfin, il représente le patriarcat dans toute sa puissance. Il ne faut pas oublier qu'il avait droit de vie et de mort sur ses propres enfants, cet homme. Mais bon, il est le père, et ce père est totalement effrité, désintégré par le magnétisme que lui inspire Tartuffe. Et là, on est tout à fait dans la problématique de l'intégrisme qui peut fasciner n'importe qui à n'importe quel moment. Mais de l'autre côté, ce que nous rappelait Peter Stein, le metteur en scène, immense metteur en scène du XXe siècle, et qui nous disait, mais on peut aussi bien être très facilement Orgon qu'on peut très facilement devenir Tartuffe. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est en ce sens que le Tartuffe est une pièce extrêmement actuelle, c'est-à-dire à la fois d'un côté l'hypocrisie du Tartuffe et puis la façon dont Orgon se fait berner. J'ai aimé le mot actuel par rapport à des classiques qui ne le sont pas. Quand on dit quoi de neuf Molière, c'est une parisiannerie que je n'aime pas tellement, mais par contre, c'est sûr, c'est que les grands auteurs désordonnent leur époque et la questionnent. Tous les grands auteurs, il n'y a pas un auteur qui n'est pas grand auteur, qui n'est pas questionné sur l'époque. À partir du moment où il la questionne, ces questions, généralement, ont une espèce de pot commun qui est l'éternité. Atemporel. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Oui, et c'est une pièce aussi dont on entend résonner l'époque donc d'aujourd'hui, mais l'époque de toujours, l'époque politique aussi. Vous êtes, Jacques Weber, très intéressé, très concerné par les questions politiques. Pourquoi autant? Pourquoi ça vous touche autant? Parce que je suis comme vous. Enfin, je vis dans une société. Si cette société est malade, elle peut me toucher, me bouleverser, soit par rapport à mon intimité, mais soit par rapport aux autres. Les autres, ça me constitue aussi. Je veux dire que je suis toujours à agir à l'angle de l'homme et du citoyen, à l'angle de l'homme social et de l'homme intime. Vous croyez à l'engagement politique? D'ailleurs, l'homme intime, c'est souvent le danger par rapport à l'homme citoyen. C'est ce qui nous met parfois en arrière. Car mon temps de vie, il y a cette chose qui est de plus en plus dangereuse à l'heure actuelle, c'est cette phrase qu'on apprenait au Lagarde et Michard sur Louis XV, après moi le déluge. Or, le temps très partiel de notre existence fait qu'on se dit, bon, on verra bien après. Mais pour l'instant, ce que j'ai, je le garde. Et c'est ce qui crée toute l'horreur du monde actuel à mes humbles yeux. En 2017, vous aviez signé une tribune dans Le Monde qui se terminait par ces mots. Vive Molière, vive Hugo, vive Mélenchon, qui était pour vous, à ce moment-là en tout cas, un homme lyrique et un poète de la politique. Vous direz la même chose aujourd'hui? Non. À ce moment-là, je disais dans cet article, parce que dès qu'on sort une phrase, c'est toujours bizarre. Ça fait bizarre de dire vive Molière, vive Mélenchon, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je l'entends ça, je dis tiens, c'est bizarre. Non, ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'au moment d'une élection, il y a un moment donné où, comme on est pris dans une espèce de faisceau d'informations des programmes, on a une forme d'incompétence qui est une fausse compétence sur les programmes qui nous embarque. Et le seul recours est impressionniste. C'est l'impression que vous fait une personne. Ce tribun, en l'occurrence. S'il n'y avait pas eu d'impression, c'était Hamon tout de suite. Mais c'est vrai que l'homme Mélenchon me touchait dans sa faconde, dans son lyrisme. Mais il a touché beaucoup de gens comme moi. On l'a vu récemment, Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde a vu ces images lors des perquisitions au siège de la France. Alors, Est-ce que, à votre avis, est-ce que là, il joue un rôle? Est-ce que c'est un comédien aussi? Je trouve qu'il y a aussi bien dans ce qu'il a mis en colère que sa propre colère, énormément de maladresse. Voilà, ça je le crois vraiment et je regrette beaucoup qu'il ait, comme on dit, pété les plombs. Et qu'en plus, il est mis en scène. C'est ça qui, moi, surtout me fait très peur. Je ne comprends pas du tout cette action-là. Il y a une présence aussi. Elle est très dommage. Au contraire, il aurait fallu l'élégance, je vous en prie. Face à un excès pareil, car il y a eu excès de l'autre côté, je vous en prie, allez-y, fouillez dans mon frigidaire, fouillez dans mes... Je crois que c'était quand même... Ça aurait été plus digne et plus important. Là, il y a un vrai souci, je trouve. Vous allez voir... D'un coup, la colère a pris le pas, et de la part d'un type qui prétend plus haute responsabilité, la colère est dangereuse, on le sait. On a fouillé, nous aussi, Jacques Weber, vous allez voir, c'est vous, Caroline, vous avez fouillé dans le passé, comme chaque semaine. Oui, la porte du frigidaire était pleine, mais de belles choses. Et vous avez trouvé une madeleine au frigidaire, ce qui est rare. Pour notre invité. En l'occurrence, c'est une fleur même. C'est une marguerite. C'est la marguerite que vous mettez en scène, Jacques Weber. Marguerite Duras, bien sûr. Marguerite Duras, que vous dites aimer lire, entendre, écouter, dire, et donc mettre en scène, puisque vous mettez en scène en ce moment la Musica 2e au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. C'est une pièce sur un couple qui
parle de lui-même, qui s'interroge sur lui-même et sur la finalité des choses. La finalité des choses, il en était question dans l'émission dont on va voir un extrait. C'était une émission de Michel Drucker, le 29 septembre 1985. Marguerite Duras donne sa vision de l'an 2000. Ah oui, ça ne fait pas rêver. C'est Regardez. flagrant. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On aura des postes partout. Dans la cuisine, dans les water-closets, dans le bureau, dans les rues. Il restera la mer quand même. Les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. Alors d'abord, je vous remercie infiniment parce que rares sont les émissions où on permet des silences aussi grands. Les silences sont tout aussi importants que ces mots. Moi, rien que de l'entendre, c'est bouleversant et c'est tellement profondément vrai, quoi. Elle a raison pour vous dans ce qu'elle dit. Ah bah, totalement, enfin, de A jusqu'à Z, quoi. Et quand elle dit il n'y aura plus de questions, il n'y aura que des réponses, que c'est continu dans cette interview, c'est flagrant. La rapidité, le généralisme est une des choses les plus horribles du monde, le manque de méditation, le manque justement de tempo, c'est-à-dire ce temps qu'elle a pour dire les choses. Ça tombe comme d'une pluie lente bretonne, comme ça tombe tout doucement et on est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est vrai que moi, ça m'a bouleversé de redonner ce couple qui vient de divorcer. Donc formellement, ils se sont quittés. Ils se rendent compte que le formel n'a rien à voir avec la réalité. Et qu'après tout, il y a quelque chose d'opaque et de crié comme ça qui se mélange dans un rapport de couple qui est totalement racinien. Enfin, je trouve que Marguerite Duras a une langue extrêmement racinienne et j'avais la chance d'avoir sous la main deux extraordinaires acteurs. Moi, je commence par le désir pour des acteurs. Grégory Gadebois, c'est somptueux, c'est colossal. Puis une révélation, Stéphane Caillat. Et là, je crois qu'on a fait, avec mon épouse qui m'a accompagné, avec sa parfaite connaissance de Marguerite Duras, un magnifique travail. Les mots, précisément, Jacques Weber, les mots de Duras et les mots que vous mettez en scène, les mots au théâtre, c'est une façon de résister justement contre une forme d'évolution. Le langage, d'ailleurs, est de plus en plus fragilisé par le remplacement pulsionnel que les appareils auxquels les appareils nous inspirent et nous attachent, quoi. Je t'aime pas. Un smiley pour dire t'es sympa. Comme ça, parfois. Et c'est terrible. C'est mieux qu'un texto. Même que le SMS. langage, c'est une espèce de palette nuancière qui nous est proposée, qui nous est permise et avec quoi on peut en tout cas, non pas s'en sortir totalement, mais en tout cas avancer et vivre et se battre, quoi. Alors Jacques Weber, vous restez avec nous justement, on va avancer ensemble en se penchant sur l'actualité de la semaine. Vous intervenez bien sûr quand vous voulez. On va commencer par une question de société qui fait débat. Caroline, cette semaine, la hausse des prix du carburant en France. Et pour illustrer cette question, vous avez un chiffre. Oui, alors c'est une palette langagière un peu réduite. J'ai un chiffre, c'est quand même un chiffre, 23%. Plus 23%, c'est la hausse du prix du gasoil depuis janvier. Et cette augmentation provoque la colère des automobilistes. Une pétition en ligne a même été signée par plus de 550 000 personnes en quelques jours à peine. De son côté, le gouvernement se justifie en expliquant bien que c'est le prix à payer pour gérer notre transition écologique. Alors, est-ce que cette hausse est inexorable, inéluctable ? En tous les cas, est-ce que c'est un impératif ? C'est la question que nous allons poser à notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Bonsoir. Blond, vous êtes le président d'une association qui a pour nom Respire. On voit bien ce que c'est. C'est une association pour la préservation et l'amélioration de la qualité de l'air. Alors, tout bonnement, est-ce que vous pensez-vous que cette hausse des carburants, c'est une bonne chose ? Alors, c'est une mesure qu'on attendait depuis des années. Et pour être très clair, ce n'est pas un impôt en plus. C'est une niche fiscale en moins. Parce que depuis des années, le diesel bénéficie d'un avantage injuste par rapport à l'essence, un avantage fiscal, et ça encourage les gens à utiliser ce carburant qui est beaucoup plus toxique que l'essence. Donc depuis de nombreuses années, on demandait, par souci de préserver la santé des Français, qu'on abolisse cet avantage Mais fiscal. les Français, ils voient quand même qu'ils ont plus à payer, et les automobilistes, ils sont en colère. Est-ce que vous comprenez cette colère ? Alors, je comprends cette colère, mais moi, je suis aussi le porte-parole d'une association qui porte une autre colère, celle des victimes de la pollution de l'air. Parce que chaque année en France, la pollution, elle tue 48 000 personnes, elle blesse des millions d'autres,
Et ces gens-là, malheureusement, on ne les entend pas parce que parfois, les parents qui passent la nuit à l'hôpital avec leur enfant asthmatique ou ceux qui ont des problèmes respiratoires qui peuvent simplement ne plus parler, ces gens-là, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et je trouve ça malheureux parce que ce sont les victimes objectives de la pollution en France. En l'occurrence, il n'y a pas que le gasoil qui augmente, il y a aussi le samplon. C'est l'ensemble des carburants qui sont concernés. Alors, ce n'est pas simplement le rattrapage. C'est Donc, vrai. on essaye Moi, à titre personnel, je suis absolument pour la suppression de l'avantage fiscal sur le diesel. Et ça, c'est un point de vue de santé publique. La montée globale de l'essence, c'est autre chose, qui est plutôt une bonne chose, mais qui n'est pas du ressort de l'association Respect, puisque nous, on s'occupe de santé publique, on n'est pas une association qui essayons de défendre l'environnement, on essaie de défendre la santé des gens, la population française. Alors cette colère d'un certain nombre d'automobilistes, mécontents de la hausse des taxes décrétées par le gouvernement, évidemment l'opposition, Caroline, essaye de s'en faire le relais. Oui, à l'instar du président du groupe LR, les Républicains à l'Assemblée nationale, le député de Seine-et-Marne, Christian Jacob, qui était l'invité cette semaine de France 2 et qui parle d'un hold-up. Écoutez-le, regardez-le. C'est un véritable hold-up à l'égard de ces Français qui travaillent, qui sont d'ailleurs en permanence humiliés. Je pense que le gouvernement serait bien inspiré de cesser ce mépris, cette humiliation permanente des ministres à l'égard de ces gens qui roulent au diesel. Ces gens ne sont plus supportables. C'est un mépris, Olivier Blon, pour ceux qui roulent au diesel, qui n'ont parfois pas le choix. Il y a certains endroits où on n'a pas le choix de prendre sa voiture et de rouler au diesel. Et qu'on a incité, parfois il y a quelques années, il y a 3-4 ans, à acheter un diesel, qui peuvent se sentir floués aujourd'hui. Alors moi, je ne vais pas défendre le gouvernement, et je pense qu'il y a un problème social en France, qu'il y a un problème de niveau de vie, et il faut le régler. Mais sur la question du diesel, c'est vrai qu'on a encouragé les gens pendant des années à acheter des moteurs diesel, justement avec cet avantage fiscal. Donc si on veut arrêter qu'ils achètent ces carburants, et qu'on veut arrêter qu'ils soient dans cette impasse-là, il faut justement revenir sur cet avantage le plus doucement possible. Mais là, c'est 6 centimes par an, juste quand même un ordre de grandeur. Le différentiel fiscal sur le diesel, c'est 6 centimes par an. Depuis 2016, le gazole a augmenté de 50 centimes, voire 60 centimes. Là, c'est pas ça le problème. Jacques Weber, on annonce même des mouvements de blocage dans quelques jours. Je reprends, lorsqu'on m'a parlé de ce débat, l'intitulé était « Est-ce un mal nécessaire ?» C'est ça ? J'ai envie de dire que depuis des années, par rapport à l'écologie, s'empilent des mots MAUX nécessaires avec un S. Et je trouve qu'un petit mal nécessaire plus un petit mal nécessaire, ça fait un gros mal qui n'est plus qui devient totalement pas nécessaire, mais omniprésent. Mais ce qui est le mal, là, je trouve qu'à côté de... Je n'ai pas votre compétence, bien évidemment, sur un sujet spécifique tel que le gasoil, etc. Ce que je sais, c'est que moi, un des petits privilégiés, on peut m'augmenter la pompe autant qu'on veut, ça ne me fera pas de mal, tandis que d'autres sont obligés de vivre avec le diesel, etc., et que ça les touche directement. Je me demande ce que ça va faire sur M. Arnaud, qu'on lui augmente l'essence. Bon, voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Mais ne soyons pas un peu grossiers. J'ai envie de dire qu'à côté de tout ça, il faut qu'on retrouve la passion, la fougue que j'ai connue à une époque quand on se révoltait sur les grands sujets. Le monde est en train de crever. Moi, partout où je discute, quels que soient les gens que je rencontre, de toutes sortes, de tout type sociaux que ce soit, tout le monde désormais a peur. C'est une peur dont on se foutait quand M. Dumont, qui se présentait à l'élection présidentielle avec ses sandales et son vélo, et son verre d'eau. C'était Duras, pas de façon intellectuelle, mais de façon écologique, c'était incroyable. Il a tout annoncé, les tsunamis, les ouragans, etc. Il est temps qu'à côté des petites mesures, des mesurettes qui ne font qu'entretenir une espèce de système qui est le grand responsable du massacre écologique. Mais Olivier Blon, il faut savoir que l'écologie, c'est pas un sujet à côté, c'est le sujet. C'est le grand sujet. Répondez à Jacques Weber. Quelle grande mesure, justement, pour y répondre, Olivier Blon? Il faut que les gens descendent dans la rue d'abord, parce que les politiques ne peuvent plus rien foutre. Quand ils osent dire que la rue ne les a jamais décidés, c'est une énorme plaisanterie. Mais pour sortir de cette opposition, je vais complètement dans le sens de M. Weber. Quelle mesure? Je pense que le problème aujourd'hui, c'est le courage. Il faut être courageux. Il faut avoir le courage de ses idées et de ses convictions. Et après, moi, j'ai plein d'idées, mais chacun doit chercher les siennes. Mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Il faut avoir le courage d'aller à contre-courant parfois. Il faut avoir le courage de prendre des mesures qui sont impopulaires. Et il faut avoir le courage de dire, moi j'ai des convictions et je veux les défendre et je pense que tous ensemble, on vivra meilleur si
vivra mieux, si on peut partager ses convictions. Merci Olivier Blond, on a compris que vous en aviez des convictions. Merci. En tout cas, merci d'être venu les partager ce soir sur ce plateau. Jacques Weber, bien sûr, vous restez avec nous. 28 minutes samedi continue. Nous ouvrons maintenant notre volet international et nous allons pour commencer faire un petit détour de l'autre côté du globe. Comme tous les samedis, notre sujet Va voir ailleurs se penche sur un événement qui a défrayé la chronique dans un pays étranger. Ce soir, c'est Damien Cabrespine qui s'y colle et il nous emmène en Thaïlande. En route. Ah, la Thaïlande, ses plages paradisiaques, ses tuk-tuk colorés, la frénésie de Bangkok, la douceur de Phuket. Ici, la vie semble paisible, les touristes heureux. Et pourtant, depuis l'arrivée de la junte militaire au pouvoir il y a 4 ans, l'ambiance n'est pas du tout au beau fixe. Le 22 octobre, un groupe de rap a pris la parole en balançant un clip sur YouTube. Leur nom est clair, sans équivoque. Rap Against Dictatorship en français, le rap contre la dictature. Des paroles percutantes qui dénoncent une corruption des élites, un climat social délétère et une emprise des autorités sur le peuple. C'est ce que nous entendons sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Et preuve qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Thaïlande, les militaires ont dénoncé des rappeurs représentant un danger pour la stabilité nationale. Idem pour les 70 000 internautes qui ont commenté cette vidéo, menacés par le colonel Dipo en charge de la criminalité informatique. Partager cette vidéo peut valoir 5 ans de prison et 3 000 € d'amende. C'était sans compter sur l'effet boomerang. Aujourd'hui, la vidéo du clip dépasse les 20 millions de vues. La star thaïlandaise Ratapum Tokongsup les a même soutenus à visage découvert. Je veux apporter mon soutien à ces gamins. Ils sont très talentueux et n'ont rien fait de mal. Autre soutien, celui du leader de l'opposition, candidat aux élections de 2019. La musique et la littérature sont des forces pour faire avancer les sociétés progressistes. Car oui, les temps changent et en février prochain, les Thaïlandais devraient se choisir un nouveau gouvernement et obliger la junte militaire à quitter le pouvoir. Sauf si, une fois de plus, au dernier moment, la junte repoussait la date des élections et donnait ainsi raison au collectif Rap contre la dictature. Merci Damien Cabrespine et place maintenant à notre débat international. Cette semaine, il porte sur ce coup de tonnerre dans le ciel européen, la retraite annoncée d'Angela Merkel. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 2 invités. Bonsoir Marion Van Rettergem, vous êtes grand reporter et auteur d'une biographie d'Angela Merkel, L'OVNI politique, parue aux éditions des Arènes. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, bonsoir David Kella, vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés et co-auteur notamment donc de La fin de l'Union européenne, paru chez Michalon. Et pour nous éclairer sur ce débat, nous accueillons Omar Ouaman, notre spécialiste des questions internationales. Bonsoir Omar, grand reporter au service international de Radio France. Et vous êtes venu avec une carte, Omar. Oui, une carte pour revenir sur l'événement politique majeur de la semaine européenne. Tout a commencé en Bavière il y a 2 semaines. Dans cette région, l'une des plus riches d'Allemagne, les conservateurs ont subi un camouflet historique lors des élections régionales. Ils ont perdu la majorité absolue qu'ils détenaient depuis des décennies. Deuxième gifle électorale, deuxième revers, dimanche dernier, cette fois-ci dans le land de la Hesse, où se trouve la capitale financière de l'Allemagne, Francfort. Le parti d'Angela Merkel a perdu 11 points par rapport au dernier scrutin. Le lendemain, à Berlin, coup de théâtre, la chancelière prend tout le monde de court pour sauver sa fragile coalition et sans doute aussi l'image qu'elle laissera à la postérité. Angela Merkel annonce qu'elle ne briguera pas de nouveaux mandats et qu'elle renonce à la présidence de la CDU. Une décision qui plonge Bruxelles et les 27 dans l'inconnu à 7 mois des élections européennes. David Kella, bonsoir. Après 13 ans à la tête de l'Allemagne, ce départ programmé, ce départ annoncé d'Angela Merkel, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que concrètement, la position d'Angela Merkel sur les questions européennes était un peu une ligne médiane, et elle faisait plus ou moins consensus. Donc la question, c'est de savoir si son départ va changer la ligne de l'Allemagne, mais moi je ne crois pas, parce que concrètement, les intérêts de l'Allemagne sont quand même, enfin les électeurs allemands ne sont pas forcément prêts à faire ce qu'on appelle une union de transfert, c'est-à-dire à financer les pays d'Europe du Sud. L'Europe n'a pas besoin d'un second souffle pour relancer ce projet européen qui est en panne aujourd'hui. On le voit avec la montée des populistes, notamment en Italie, en Autriche, en Allemagne. Et oui, mais cette montée du populisme, elle est aussi
lié à une politique structurelle de l'Union européenne, qui est la question du marché unique, et c'est pas du tout remis en cause. Concrètement, les personnes, à mon avis, sont pas déterminantes dans les questions européennes actuellement. Marion, on la disait indétrônable, on la disait inoxydable. Angela Merkel va partir. Pourquoi n'a-t-elle pas démissionné tout de suite ? D'abord, elle a son ego, et puis je pense qu'elle veille à maintenir une forme de stabilité. Pour elle-même d'abord, mais aussi pour l'Allemagne qui n'aime pas le désordre. Mais le problème, c'est que si Merkel avait une envergure de femme d'État, ce qu'elle n'a jamais vraiment eu, elle a d'énormes qualités, notamment celle de grande politicienne, tacticienne, une artiste du compromis. C'est pas une grande européenne à vos yeux ? Moi, je pense que ce n'est pas une grande européenne. C'est une politicienne au petit bras. Alors, c'est une très grande démocrate. Donc elle ne manquera pas à l'Europe, en fait. Ça peut être une occasion de relancer... Encore une fois, c'est une très grande démocrate. Je pense qu'elle a apporté quelque chose de fondamental, qui sont les valeurs de la démocratie qu'elle a intrinsèquement en elle par son passé, par son histoire de fille de pasteur et parce qu'elle a connu la dictature. Donc elle a apporté quelque chose de fondamental et elle a apporté un style qui va beaucoup nous manquer. Mais je crois qu'on a tort de réduire Merkel à Merkel. Le problème dépasse totalement Angela Merkel. Il y a une usure du pouvoir, on est plus dans la psychologie collective que dans la politique. D'ailleurs, il y a un ras-le-bol, on l'a vu, ça arrive à tous les gens, tous les grands maîtres de la longévité en politique, comme Blair, Thatcher, Helmut Kohl. Il y a un moment, on en a marre, on veut des nouvelles têtes. Et je crois qu'elle paye un peu ça. Et malheureusement, ce style qu'elle a, ce style qu'a Merkel, l'antipopulisme absolu quand même, qu'elle a, cette espèce d'antidémagogisme, l'anti-formule, c'est ça qui disparaît avec elle. Et c'est là que je trouve qu'il peut y avoir une forme de tristesse. On entre dans vraiment autre chose. Alors cet hommage aux valeurs qu'incarne Angela Merkel que vous faisiez à l'instant, quelqu'un d'autre lui a rendu hommage au moment où elle a annoncé son futur départ. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne pourra pas, lui, faire 4 mandats consécutifs puisque c'est interdit en France. Oui, un dirigeant européen, un homme qui a beaucoup misé, qui a beaucoup compté sur sa relation personnelle, sur sa complicité avec Angela Merkel. C'est évidemment Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, président de la France. On l'écoute juste après l'annonce du départ programmé d'Angela Merkel. Ça fait 13 ans qu'elle est chancelière et elle a un mandat qui s'achève en 2021. 18 ans qu'elle est à la tête de son parti. Elle a eu à faire face à de nombreux défis, la crise migratoire comme la crise financière. Et elle n'a jamais oublié quelles étaient les valeurs de l'Europe. Et avec beaucoup de courage, elle dirige son pays. David Kella, Emmanuel Macron doit-il marcher dans les pas d'Angela Merkel ? Doit-il devenir en quelque sorte son héritier ? À mon avis, il aurait un peu du mal parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Angela Merkel n'avait pas de véritable vision pour l'Union européenne, concrètement. Mais le problème de la France, c'est un peu différent. La France, elle a beaucoup trop, de mon point de vue, parié sur sa relation avec l'Allemagne. Elle a complètement laissé de côté les autres pays, en particulier l'Italie, qui est quand même aussi un grand allié traditionnel. Alors, maintenant dirigé par des populistes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc le problème pour Macron, c'est que s'il n'y a plus d'Allemagne en face à qui parler, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Parce qu'il a un projet extrêmement ambitieux, avec un parlement de la zone euro, un budget de la zone euro, sauf que derrière, il faut convaincre les pays. Il a cherché à convaincre l'Allemagne, il n'a pas complètement réussi, mais il n'a pas du tout cherché à convaincre les autres pays. Et pour l'instant, moi je ne vois pas Macron en leader, parce que concrètement, il ne sait pas parler à tout le monde. Il est trop exclusivement concentré sur sa relation avec l'Allemagne. Jacques Weber, les élections européennes sont dans 6 mois. Ça vous inquiète ? Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est ce que vous avez dit et qui est très troublant, c'est qu'on croit de moins en moins. Alors, bien que le départ de Merkel soit peut-être en effet un appel d'air possible et salvateur, mais il me semble que le grand danger à l'heure actuelle, c'est qu'on ne croit plus au long terme. Le long terme en politique est de moins en moins, paraît de plus en plus dangereux. On ne croit qu'à des choses à très court terme, mais on sait bien que plus on avance, plus on est dans une complexité extraordinaire qui ne supporte pas l'analyse à court terme. Enfin, c'est ce que je ressens moi profondément. Alors, par rapport à l'Europe, ce qui est quand même tout à fait troublant, c'est que les gens n'ont absolument pas comme préoccupation la construction européenne. Le sujet Europe ne les intéresse pas du tout. Nous parlions de la pièce que j'avais jouée à une époque, ça n'intéressait strictement personne, l'Europe, de quelque manière qu'elle eût été traitée. Donc ça, c'est très troublant. Et puis surtout, je me dis quand même, Dieu sait si je n'aime pas du tout la politique de Macron, mais il a une forme d'intelligence et de force politique qui fait quand même qu'il arrivait à maintenir un cap pour une Europe, quelle qu'elle soit, bien qu'elle ne soit pas ce qui me plaît le plus, surtout qu'on a parlé de marché unique, mais on n'a jamais parlé d'une Europe sociale. L'Europe sociale n'existe pas pour l'instant, c'est ça qui, moi, me désespère beaucoup. Marion Van Rettergem, la comparaison avec les années 30, elle est pertinente ?
Emmanuel Macron l'a fait cette semaine, cette comparaison. Oui, mais j'ai l'impression qu'on parle un peu dans le vide parce qu'on dit toujours maintenant, il faut pas, on pourra pas dire qu'on ne savait pas, etc. Mais à force, j'ai l'impression qu'on passe son temps à parler des années 30 et que ça ne sert strictement à rien parce que on y va et quels que soient les mots qu'on puisse employer, ces comparaisons ne sont pas pertinentes. Mais ce qui est vraiment frappant, je trouve que le départ annoncé d'Angela Merkel intervient quand même le lendemain de l'élection de Bolsonaro. C'est un symbole très fort. Je trouve qu'on entre dans une nouvelle race de dirigeants. C'est l'histrion, c'est le clown, c'est le menteur. Exponentiel, on a démarré par Bush, Trump, Bolsonaro, on monte, on trame dans la Salvini, il y a connerie. Il y a Trump, il y a le Brexit aussi. C'est quand même l'ère des menteurs revendiqués en plus, parce qu'il y a un cynisme revendiqué de la part des Brexiteurs, on l'a vu, de la part de Trump. Il y a une stratégie du mensonge en politique. Et Merkel incarnait le strict contraire de ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Une forme de stérilité. C'est vraiment quelque chose qui s'en va. Mais pour continuer dans la métaphore, en tout cas la relation ou pas aux années 30, Emmanuel Macron, dans la perspective des Européennes, on évoquait les élections européennes à l'instant, il veut, en tout cas il construit un clivage entre d'un côté les progressistes, dont il serait le chef, et puis de l'autre côté les nationalistes, Salvini, Orban et les autres. David Kella, est-ce que c'est pertinent c'est évidemment hyper facile de réduire le débat politique à ça. Ce qu'on ne dit pas, il n'est pas réel ce clivage aujourd'hui en Europe. Le problème, c'est que le populisme, c'est aussi une volonté de la population de reprendre la main sur l'économie et de ne plus vivre dans un système néolibéral. Et pour moi, il se nourrit des politiques actuelles qui sont menées à la fois au sein de l'Union européenne, mais aussi par Emmanuel Macron. C'est les deux faces de la même médaille. Mais les progressistes ne sont d'accord sur rien. Voilà. Si je peux me permettre, c'est que je ne suis pas d'accord visiblement avec ce que vient de dire David Kella, et malgré tout, ça prouve justement que le mot progressisme n'a strictement aucun sens. Et que lui, il entend il a une notion de progressisme. Macronisme, moi, évidemment. Oui, mais Macron, quand c'est le mot Macron, c'est une erreur et que c'est totalement impertinent d'avoir scindé les choses en deux, les politiques entre nationalistes et progressistes, sachant que tout le monde se considère comme progressiste. Trump, il y a une couverture de journal qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, c'est celle de Télérama. C'est-à-dire une tombe avec des fleurs. Et en effet, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est la déliquescence, la totale, la mort annoncée de la démocratie. Mais je pense que c'est lié aussi à cette histoire de rapidité. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le temps de penser, les gens n'ont plus le temps d'exercer une conscience politique soutenue, solide. Il faut aller très vite, il faut voter très vite. Donc on réagit extrêmement rapidement, on ne réfléchit plus et on tombe sur une espèce de sentiment populaire sans nuance. C'est ça le grand danger. Ce sera le mot de la fin, même s'il est un peu inquiétant, c'est un mot de la fin. Sur ce débat, en tout cas. Pardon, il est carrément inquiétant, je préfère en rire. Mais merci à tous les trois d'être venus nous aider à réfléchir. Jacques Weber, vous restez parce qu'on est très bien avec vous. Voilà, et j'espère que vous aussi, je le sais, vous êtes bien avec nous. 28 minutes samedi continue avec dans un instant le regard de Marie Bonisseau qui va nous faire découvrir une étrange coutume britannique et l'œil qui frise de ce coquin de Pernin, Jean-Mathieu Pernin, qui lui va nous emmener dans sa cabane au Canada évidemment. Mais d'abord, retrouvons tout de suite les petits plaisirs de François Simon. Chaque semaine, notre esthète préféré nous délivre de précieux conseils pour profiter à fond du week-end. Ce soir, il va nous aider à nous débarrasser de nos habits toxiques. Regardez bien, Jacques Weber, c'est un conseil très utile. Ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Se faire une toile, un Egon Schiele, une balade en forêt, laver son automobile en fer? Non, on va éliminer nos amis toxiques. Ça vous scotche au canapé, ce genre de ménage soudain. Vous ne l'aviez pas vu venir, pourtant elle est bien là. Qui ça? Eh bien, la proie qui sommeille en nous. Et pour cela, il y a un vaste marché pour d'innombrables faux amis. Ces amis toxiques. À écouter ces mots roulant comme un oxymore, on peut se dire que nous vivons dans un monde bien barré. Il l'est. Et l'on ne voit pas pourquoi nous serions la cible de ces brouillards venimeux. Un ami toxique, c'est celui qui campe dans votre tête, râle un peu trop, se plaint, se victimise, sème le doute, se fait insidieux, moqueur, bref, il vous pompe l'air. Vous voyez mieux ce que l'on veut dire? Voudriez-vous juste 4 secondes supplémentaires de silence pour localiser ces sales bestioles? Les voici. Vous y êtes? Nous y sommes. Pas besoin d'aller chercher bien loin. Il ne devrait pas tarder à vous appeler. T'as vu 28 minutes et ce tocard qui parle des amis toxiques? Le piège est refermé. Ensuite, c'est clair comme de l'eau de roche. Mon conseil du week-end? Reculer de 3, de 30, de 300, de 30 000 pas. Bien respirer, ne pas rappeler faire le mort. C'est renaître. Retrouver de la fraîcheur, de la candeur, de l'innocence. Vouloir du bien aux autres. Vous savez, en italien, lorsqu'on dit
je te veux du bien. Cela veut dire, je t'aime. Merci pour ces bons conseils, François Simon. Vous n'avez pas d'amis toxiques, vous, hein? En tout cas, vous n'êtes pas nos amis toxiques, Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue à tous les deux. On va commencer avec vous, Marie, parce que ce soir, pour votre photo de la semaine, votre regard s'est posé, comme chaque semaine, sur un sujet capital. Marie, regardez bien, Jacques, des chaussures de princesse. Oui, voilà, je voulais vous parler des chaussures de Meghan Markle, vous savez, la femme du prince Harry. Alors, comme vous le savez aussi, ça n'est pas vraiment une princesse, puisque c'est la femme d'un prince. Mais c'est une roturière. Du coup, ces chaussures, c'est pas vraiment des souliers de verre, mais des bottes en caoutchouc rose à pois blanc, voilà, qu'elle balance très élégamment sous les yeux ravis de son mari, le prince Harry, et de ce monsieur néo-zélandais, voilà, que vous voyez sur la droite de la photo, qui l'applaudit très fort, parce que c'est lui, le grand organisateur de cette compétition de lancer de bottes en caoutchouc. C'est très courant en Nouvelle-Zélande, c'est même un sport officiel. Pas, hein. Et ça a un nom. Ça prend plein de choses. Oui, moi aussi, je ne connaissais pas l'existence du welly wanging, qui consiste donc globalement à balancer une botte loin devant vers un petit drapeau, et puis ensuite tout le monde vous applaudit. Voilà, alors je vais briser ce suspense insoutenable qui, je le sens, règne sur ce plateau. C'est la team Meghan qui a battu la team du prince Harry. Voilà, donc la preuve avec cette photo de lauréate en kawaii, qui tient évidemment un trophée, lui aussi, en forme de petite botte. Alors, quand je vois ce sourire de Meghan... Ça, je suis sidéré. Je regardais le soleil. Elle a vraiment l'air contente. Voilà, on sent qu'elle se force. Et on se dit qu'elle a énormément le courage vraiment de se taper toutes ces coutumes locales à chaque fois qu'elle se balade dans le Commonwealth avec son mari. Et pourtant, ne vous fiez pas aux apparences. J'ai fait ma petite enquête. En fait, le welly wanging n'a rien, absolument rien d'une coutume de bouseux, si je peux me permettre. Au contraire, ces bottes qu'on balance loin devant soi ne sont pas n'importe quelles bottes, ce sont des Wellington Boots, qui ont donc été inventées au tout début du 19e siècle par Arthur Wellesley, le premier duc de Wellington que vous connaissez tous et qu'on déteste parce que c'est lui qui a gagné Waterloo. Voilà. Et donc, en fait, lui, au 19e siècle, c'était une sorte d'influenceur de la fashion de l'époque et c'est lui qui a rendu très, très chic ces bottes. À l'époque, tous les aristocrates avec donc un pantalon blanc moulant et ses bottes Wellington. Ils ont chargé en smoking, vous savez ça? Comment? Ils n'avaient plus de costume, ils ont chargé en smoking. De Napoléon. Certaine élégance. Voilà, c'est ça. Et c'est une élégance qui est restée dans l'aristocratie britannique, puisque dans les années 80, Lady Di a exhumé les Wellington Boots en version verte et on a fait le dernier chic pour le week-end en Écosse. Voilà, donc cette photo de la semaine n'était absolument pas celle d'une princesse chez les bouseux, mais bien d'une roturière en train de devenir une princesse. Eh bien, merci pour cette Fashion Week à vous, en quelque sorte. Hein. C'était un petit point fashion. Britannique, hein, quand même. Merci beaucoup, Marie. Jean-Mathieu, on va enchaîner avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Oui. Parce que certes, ce soir, comme chaque semaine, vous avez l'œil qui frise, mais vous avez aussi... le regard vitreux et la pupille un peu dilatée. Alors, pourquoi pas? Mais alors, Jacques Weber, je ne sais pas, est-ce que vous êtes amateur d'herbe qui rend nigo? Eh ben voilà. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai l'air dingue? Peut-être, non, je sais pas. Non, pas d'herbe, mon chat bouffe de l'herbe à chat. Vous n'en fumez pas non plus? Non. Il ne la mange pas, Jean-Mathieu. C'est arrivé, mais il y a longtemps. Alors justement, alors si vous voulez retrouver peut-être votre fringante jeunesse, il faut aller au Canada, puisque depuis le 17 octobre, c'est légalisé au Canada le cannabis. C'est-à-dire que là-bas, on peut en consommer et surtout en acheter, mais en acheter surtout si vous trouvez une boutique ouverte, car ça fait 2 semaines que c'est légalisé et il y a une rupture de stock complète dans le pays. À tel point que les boutiques où on peut s'approvisionner sont obligées de fermer 3 jours par semaine. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on dit souvent que le cannabis provoque souvent parfois des oublis. Des trous, des trous de mémoire, et vous cherchez vos... Vous avez fait fumer avant, Renaud, c'est pour ça. Des trous de mémoire. Et là, bizarrement, les fumeurs de joint savent très bien qu'on ne peut en acheter que du jeudi au dimanche. C'est marrant, il y a des reconnexions au cerveau qui se font comme ça. C'est assez bien fait. Pour vous montrer à quel point l'engouement est fort, on va prendre l'exemple du Québec, où là-bas, la société qui a le monopole de la distribution, en 2 semaines de légalisation, a enregistré 140 000 commandes. Donc c'est beaucoup, mais surtout l'approvisionnement ne suit pas. C'est moins que les albums de Johnny, quand même. Ah bien sûr, oui, mais alors justement, vous allez comprendre pourquoi il ne fallait pas que ça soit autant que les albums de Johnny, parce qu'il n'y a que 120 producteurs. Et donc, c'est vraiment pas assez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les aficionados de la plante font des queues vraiment sans fin pour s'approvisionner en pote, comme on dit là-bas, c'est très poétique. Pote, voilà, en pote. Et donc, ça reviendra normalement à la normale, je vous le dis pour vous, Renaud, au printemps prochain. Alors, jusqu'à présent, il n'existe pas d'association de défense des fumeurs de joint. Mais le jour où il y aura cette association, elle pèsera vraiment sur le débat public, puisque 12% des Canadiens affirment en consommer régulièrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si beaucoup de pays dans le monde s'interrogent sur la légalisation du cannabis thérapeutique, eh bien, le Canada, lui, accélère. Il crée déjà une entreprise du futur et surtout a compris qu'en légalisant le cannabis récréatif, il allait se faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire 500 millions de dollars par an. Voilà, donc c'est ça, en fait, la vraie raison. Et puis, on comprend mieux aussi pourquoi le cannabis
cannabis à légaliser, car dans ce pays, on n'est jamais à l'abri de la sortie d'un nouvel album de Céline Dion, donc voilà, on a des moyens. Ça vaut bien ça, et voilà. Merci Jean-Mathieu pour ce petit conseil santé, loisirs du week-end. N'hésitez pas. Et donc, bon voyage à Montréal, c'est ça? Merci, exactement. Vous partez demain. Et voilà, 28 minutes samedi, c'est déjà fini, hélas. Pour ce soir, en tout cas, à suivre dans un instant sur l'antenne d'Arte, un formidable documentaire, Alexandre le Grand, de l'histoire au mythe, les aventures du plus illustre conquérant de l'Antiquité. Nous, on se retrouve d'abord lundi à 20h05 et puis samedi prochain à la même heure pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec Riyad Satouf. D'ici là, on se quitte en musique avec un morceau que vous avez choisi, Jacques Weber. Qu'est-ce que vous avez choisi? Je recommande à tout le monde de faire la queue, même une journée entière, pour aller écouter Gérard Depardieu chanter Barbara. C'est une merveille absolue, c'est bouleversant. C'est un chef-d'œuvre. Merci Jacques Weber de nous l'offrir. À la semaine prochaine. Tchuss. Et qu'il ne soit pas trop tard pour le temps qu'il me reste à vivre. Je stopperai mon piano ivre pour pouvoir vivre avec toi sur ton île aux mimosas.